Édition d'information du soir sur TVS, la télévision Shekina. Bonsoir et bienvenue à tous. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Nous démarrons ce journal avec le social, notamment les travaux de construction de la route nationale en 2x2 voies allant du PK5 au PK12. Ces travaux sont sur le point de s'achever. Mais on note quelques anomalies quant au matériel utilisé pour la construction de cette infrastructure routière. Euphrem Biogedzo, Vitalis Kumba, reportage. À mesure que l'on avance progressivement vers la livraison du chantier routier PK5-PK12, les automobilistes commencent à savourer le nouvel espace qui leur est proposé. Toutefois, on relève quelques anomalies sur la qualité des matériaux utilisés pour la construction de cette infrastructure routière, qui est d'ailleurs la porte d'entrée de Libreville. Si l'enrobé utilisé semble faire l'unanimité des usagers, la largeur des voies et ses accotements pose problème, à l'exemple du rond-point du PK8 et PK9, où un camion traînant avec lui une remorque aura du mal à se frayer un passage sur une route étroite sans abîmer les garde-fous et autres panneaux de la signalisation routière. Parlons des garde-fous en acier, lesquels séparent les deux voies. Les personnes interrogées sur la question ont souhaité que cette matière soit remplacée par les blocs de béton, lesquels offrent une meilleure garantie tant sur la durée que dans l'entretien en cas d'incident grave pouvant endommager cette infrastructure. Ces doléances et suggestions doivent faire l'objet d'une plus grande attention de la part du ministère des Travaux publics en charge du suivi des dits travaux, mais également de l'entreprise adjudicataire qui gagnerait à offrir aux usagers une infrastructure digne de son nom, car il en va de sa réputation. Nous le disons tout à l'heure, dont le matériel utilisé pour la construction de cette infrastructure routière laisse quelque peu à désirer. Nous poursuivons ce journal avec Social, avec 400 agents de la Société nationale des bois du Gabon SNBG qui sont depuis plusieurs mois sans emploi. Ils dénoncent les mauvaises pratiques orchestrées par le nouveau repreneur lors de la conférence de presse organisée par la Confédération syndicale dynamique unitaire. Reportage. La sortie faite il y a quelques jours par les déflatés de la Société nationale des bois du Gabon caractérise des difficultés dont connaît le pays tout entier dans la préservation de la main-d'œuvre qualifiée. Beaucoup de compatriotes, en effet, se trouvent aujourd'hui sans issue après qu'ils aient été remerciés par l'entreprise qui, pourtant, ils ont servi durant les décennies. L'employeur qui très souvent trouve du plaisir non seulement à faire établir les contrats de travail non conformes aux employés, mais peine également à régulariser leur situation financière en cas de litige ou perte d'emploi du personnel. L'imbroglio qui prévaut au sein de la Société nationale des bois du Gabon quant au paiement des indemnités aux ayants droit pour les services rendus est plus que préoccupant. Plusieurs mois après, l'attente chez les déflatés laisse place au désespoir. Des rumeurs folles font état de l'entrée de la filiale Olam au sein de la SNBG, un accord que ne semble pas bénéficier jusque-là les déflatés qui en demandent davantage d'explications.
Une opération de licenciement qui touche 400 personnes et qui cause aujourd'hui le remue-ménage au sein des foyers. C'était dans la dénonciation des ex-agents de la Société nationale des bois du Gabon qui sont sans emploi depuis plusieurs mois. C'était au cours d'une conférence de presse de la Confédération dynamique unitaire il y a quelques 24 heures. Nous poursuivons ce journal. Nombreuses sont ces femmes qui pensent que la réussite passe par la mise en valeur des atouts personnels tels que la beauté. Mais dans le reportage qui va suivre, Inès Ngungamombo de la Savane prône plutôt pour la prise en charge personnelle, ce qui passe nécessairement par la mise en place d'une activité génératrice de revenus. Certaines femmes ont relégué au second plan la pratique d'une activité génératrice de revenus pour subvenir à leurs besoins quotidiens en s'appuyant sur leur beauté physique comme appât pour attirer les hommes à elles. Si la beauté physique était un atout, aujourd'hui la donne a changé. Car au XXIe siècle, c'est l'émancipation. L'homme et la femme se partagent les tâches. Ce qui renvoie au choix des femmes, sinon des épouses actives professionnellement. Tout ceci pour ainsi dire que la gente féminine se doit de comprendre qu'il y a des qualités à faire valoir au détriment de ce que l'on présente physiquement. Moi je pense que la beauté physique ne fait pas en sorte que la femme puisse réussir sa vie. Il faut forcément avoir quelque chose qui peut faire en sorte que tu réussisses ta vie. Parce que ce n'est pas le fait d'être belle. Ce n'est pas la beauté qui fait la femme, mais c'est le cœur. La femme doit avoir un bon cœur et c'est au travers de ce bon cœur qui pourra faire en sorte que tu cherches à faire quelque chose pour mieux réussir dans ta vie. Il faut faire un métier, la femme doit apprendre un métier. Il y a des choses qui ne font pas réellement la personnalité. Parce qu'on se dit que c'est parce que tu es clair, tu as de longs cheveux qui fait ta beauté. Même la Bible nous le dit, que la beauté de la personnalité et la personnalité elle-même, ce sont l'intérieur. Je peux être belle, grande de taille, mais dans mon intérieur, je suis une pourriture. Une femme peut être belle, tu lui mets dans une maison, mais celle-là ne pourra même pas te respecter. Mais celle-là peut être vilaine, mais lorsque celle-là, elle a une valeur intérieure, c'est la plus belle femme. Donc ce que je pourrais dire à mes sœurs, c'est que c'est pas se décaper la peau, c'est pas chercher le long tissage, c'est de chercher à améliorer la femme qu'elles sont à l'intérieur. Est-ce que lorsqu'elles sont toutes seules, elles se disent que je suis une femme digne de ce nom? Parce que devant les autres, tu peux paraître, mais dans toi-même, quand tu regardes, tu dis non, je ne le suis pas. Est-ce que je peux être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne sœur, une femme digne de ce nom? Le temps de la facilité n'est guère salvateur dans la mesure où il ouvre le chemin sur plusieurs genres de vices. Le mariage, une institution à la fois divine et sociale, socle de toute famille. C'est fort de cela qu'un homme de Dieu lance le concept de 1000 mariages gratuits. En d'autres termes, il offre 1000 mariages gratuits aux personnes vivant en concubinage afin de régulariser leur situation matrimoniale. Mouleka Boulenga, Fouti, reportage. Le mariage est une situation sacrée liant un homme à une femme et dont les deux forment une seule chair, dixit les textes sacrés. Dans la société gabonaise, c'est l'homme qui initie le projet et fait sa demande à sa partenaire. Être marié est aussi bien le modèle social idéal pour la protection du conjoint que pour celle de la progéniture devant la loi. Seulement, les couples semblent plus vivre en concubinage dans notre société moderne. Et parce que vivre illégalement avec un partenaire aurait de nombreuses conséquences spirituelles et sociales sur l'un ou l'autre des partenaires, mais surtout sur les enfants, un homme de Dieu, l'apôtre Georges-Olivier Mbazaboua, a initié le concept 1000 mariages gratuits, dont la deuxième édition se tiendra ce 31 décembre 2018, pour aider les couples à régulariser leur situation matrimoniale, ce qui serait une bonne chose à en croire au témoignage des populations. Soit l'église ou la mairie, c'est quand même une bonne chose pour les pauvres, hein, pour ceux qui n'ont pas de moyens, suffisamment de moyens, quoi. C'est quand il y a une offre comme ça, tu vois, et puis en tout cas les gens sautent dessus. Si la personne sait que non là, je suis, bon, j'ai eu quand même, bon, je peux dire que c'est la chance, hein, c'est la chance. C'est une très bonne chose parce que à la base, lorsque nous essayons de voir les écritures bibliques, nous constatons que nous tous nous sommes nés dans le péché. Parce que nos parents, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ne se sont jamais mariés.
Et lorsque tu ne te maries pas, selon les Écritures, c'est un adultère. Maintenant, lorsque tu es marié, tu es selon la volonté du Seigneur. Donc, ce qui veut dire que ton mariage est béni par le Seigneur. Le mariage gratuit, je pense que c'est une très bonne idée parce que de nos jours, il y a des jeunes qui ont du mal à se marier par manque de finances. Et du coup, si des églises organisent des mariages pour eux. Seulement, qu'il soit gratuit ou payant, un bon mariage doit être béni par les parents, pense cette compatriote. Du côté de la famille, peut-être ce serait une très belle idée. Mais c'est bien. C'est une bonne chose, moi je vois que c'est une bonne chose, mais il faudrait d'abord le consentement des parents. C'est dernier. Parce qu'une société ayant un taux équilibré de mariage est une société ayant des familles solides et donc prospères, faut-il encourager ce type d'union? Oui ou non? La fenêtre est ouverte. L'actualité hors de nos frontières, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, poursuivi pour crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale CPI, a été suspendu mercredi jusqu'au 12 novembre prochain. Retour sur 6 moments clés qui ont mené à ce procès hors du commun dans cet élément réalisé par nos confrères de la presse internationale. Pour l'accusation, le procès Gbagbo et Blé Goudé doit bien évidemment se poursuivre. Le procureur adjoint a tenté de convaincre la Cour que les preuves apportées durant ces 2 dernières années étaient suffisantes pour juger l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse. Les 2 hommes sont accusés de crimes contre l'humanité, meurtres, viols et persécutions commis lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011. Il y a des éléments de preuve qui ont été présentés, qui ont fait l'objet de discussions. Et sur la base de ces éléments de preuve, une chambre de première instance pourrait raisonnablement condamner les accusés des charges qui leur sont reprochées. La défense, elle, pense le contraire. Elle a déposé au printemps dernier une requête devant les juges pour demander l'acquittement de Laurent Gbagbo, car elle conteste la thèse et les preuves du procureur. Elle estime même qu'il n'y a pas lieu d'appeler des témoins à la barre tant le dossier est vide. Les juges débuteront leur délibéré en fin de semaine, mais la décision pourrait être rendue bien plus tard. Quelle que soit cette décision à venir, poursuite ou non du procès, le procureur ou la défense pourra faire appel. Nous restons toujours hors de nos frontières en allant cette fois-ci aux Amériques, précisément au Pérou. La grâce de l'ancien président Alberto Fujimori, décidée en décembre 2017 pour raisons humanitaires, a été annulée par un juge péruvien. L'administration pénitentiaire a ordonné son arrestation. Reportage. Une liberté de courte durée. La Cour suprême péruvienne a statué, la grâce de l'ancien président pour raisons humanitaires est illégale. De nouveau face à la justice, l'ex-homme fort du Pérou va devoir purger 14 ans de sa peine. Il avait été condamné à 25 ans de réclusion. L'octogénaire souffre de problèmes cardiaques. C'est très délicat. Quand je lui ai parlé ce matin, il était en état de choc. Et inutile de vous le dire, une insuffisance cardiaque peut rapidement déclencher une suite. Pour sa fille Keiko, il n'y a aucun doute, il va faire appel. C'est extrêmement douloureux d'apprendre qu'un juge de son pays a retiré la liberté à mon père. Parce qu'il n'est pas mourant, il n'a pas le droit à une grâce pour raison de santé. Fujimori a été gracié en décembre dernier par Pedro Pablo Kuczynski. 3 jours plus tôt, il avait échappé à une procédure de destitution déposée par l'opposition fujimoriste. Sa grâce avait déclenché une crise politique et de vives protestations d'organisations de défense des droits de l'homme. Les familles des victimes du gouvernement Fujimori ont déposé un recours et affirment que la grâce est illégale. Adulé et détesté en même temps, Fujimori est un personnage qui fait polémique au Pérou. Il a été mis en cause par la justice pour des tueries perpétrées sous prétexte d'opérations de contre-guérilla. Ses partisans lui reconnaissent la victoire contre les Sentiers Lumineux, un mouvement communiste. D'autres, au contraire, voient en lui un homme corrompu. Toujours hors de nos frontières pour parler cette fois-ci de cet élément mêlé de sport et de justice avec l'international portugais Cristiano Ronaldo, dont la plainte a été déposée aux États-Unis d'Amérique, précisément au Nevada, par une femme pour agression sexuelle. Le footballeur international dément les accusations portées à son encontre. Il évoque plutôt un spectacle médiatique. C'est dans cet hôtel de Las Vegas que Catherine Mayorga affirme avoir passé une soirée avec Cristiano Ronaldo en 2009.
La femme de 34 ans accuse le footballeur de l'avoir violée. Il aurait ensuite acheté son silence contre un accord financier de plus de 320 000 €. Des accusations vivement démenties par le quintuple Ballon d'Or sur son compte Twitter. Le viol est un crime abominable qui va totalement à l'encontre de ce que je suis et de ce à quoi je crois. Aussi déterminé que je sois à prouver mon innocence, je refuse d'alimenter le spectacle médiatique créé par des gens dont la seule intention est de faire parler d'eux à mes dépens. Selon l'avocat de la plaignante, ce serait le mouvement MeToo qui aurait donné à sa cliente la force de s'exprimer. Les femmes qui ont pris la parole et qui ont révélé publiquement les agressions sexuelles dont elles ont été victimes ont donné à Catherine beaucoup de courage. Ça l'a convaincue de déposer plainte et d'aller voir la police. L'enquête a été ouverte le mois dernier par la police de Las Vegas. Cette dernière confirme qu'un rapport d'incident avait bien été déposé la nuit du viol présumé, mais refuse de confirmer si Cristiano Ronaldo est visé par une enquête. Les avocats de Catherine Mayorga affirment que leur cliente souffre de graves dommages psychologiques. Ils demandent au moins 175 000 € de compensation. Du sport, sur le plan national, Daniel Cousin, le sélectionneur des Panthères du Gabon, a rendu public, autant pour moi, le nom de son adjoint qui n'est autre que Manangoy Zita, un choix plutôt salutaire, mais qui risque de ne pas faire l'unanimité au sein des Panthères. Un élément de Mosconi Ngonumba. Attentif aux explications des journalistes, Daniel Cousin rassure dès sa première prise de parole. C'est une mission qu'on m'a confiée et c'est vrai que personnellement c'est très excitant, mais c'est aussi pour le pays, pour les joueurs, pour tout le monde. On a besoin de se qualifier pour bien sûr que le football gabonais continue à grandir. Confiant, il sait que la qualification passe par la victoire lors de cette double confrontation face au Soudan du Sud. Et pour cela, il devra bâtir une équipe compétitive, disciplinée, prête à défendre bec et ongle le vert jaune et bleu. Dans cette liste publiée, on note de retour celui des Samson Bingui et de Franck Ngongo Bam, qui après avoir été noyé par Camacho, refont surface aux côtés de Daniel Cousin en tant que sélectionneur national. Mais la grande surprise dans ce groupe des 23, c'est lui, Wilfried Ebanabé Solo, sociétaire de Lorient FC, appelé pour la première fois. J'ai voulu appeler ces joueurs, pour moi, qui rentrent parfaitement dans ce que je recherche. Voilà, des joueurs professionnels, agressifs, et qui connaissent bien l'équipe nationale. Donc c'est juste Wilfried Abessolo que j'ai visionné sur quelques matchs à Lorient. Et on m'a dit tellement de bien que j'ai eu envie de le voir. Donc voilà les raisons de... Pour sa première en tant que sélectionneur, Daniel Cousin frappe fort et décide de faire appel à Biti Kimoto et Didio Vono. Donald Zé, quant à lui, est en attente. Gaylor Kangakaku, lui aussi dans la liste d'attente, en lieu et place de Lévi Clément Madinda. Difficile de comprendre ses choix, mais ses décisions, il les assume. Dans un tout autre registre, le cas Pierre-Emerick Aubameyang alimente les débats. Sera-t-il présent lors de cette double confrontation ou pas? Pour moi, il est sur la liste de convocation, donc il est appelé, il doit répondre favorablement. Mais s'il ne répond pas favorablement, ben on fera une option B, c'est tout. On a des joueurs sur la liste d'attente. Mais pour moi, dans ma tête, Pierre sera là. Enfin, le retour de Denis Bouanga, absent lors des 2 dernières sorties des Panthères. L'attaquant de Nîmes est en état de forme, de quoi redonner du sourire aux supporters. L'équipe gabonaise sera au complet dans quelques jours. En attendant l'arrivée de l'ensemble des joueurs convoqués, Daniel Cousin devra remobiliser ses troupes avec un tout autre discours. Reste à savoir si les nôtres seront à même de le traduire sur le terrain. Qu'à cela ne tienne, les espoirs d'une possible qualification du 11 national à la CAN 2019 au Cameroun se reposent désormais sur les épaules de Daniel Cousin. Avant de nous séparer, voici à présent la rubrique Expression libre. Question du jour posée par Fouti, Boulanga Mouleka et Vitalis Koumba. À savoir, dans quelle province du Gabon trouve-t-on le parc de Luango? Quelle province est situé le parc national de Luango? Le parc national de Luango, c'est le parc national de Luango, c'est pour le côté de Seketamo, à Gamba. Ok. Dans le département de... Et dans quelle province? La province de Goumari. Footballeur. Okay. Dans quelle province est situé le parc national qu'on appelle Luango?
Je ne sais pas. Est-ce que vous savez dans quelle province du Gabon se situe le parc national de Luango? Le parc national de Luango, c'est dans la province de Nyanga. C'est dans la province de l'Ogooué-Maritime où se situe le parc national de Luango. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure si plaît à Dieu le Très-Haut. Bonne nuit à tous.